Dans ce chapitre, nous allons voir les réactions anaboliques des glucides et leur régulation. Alors, l'anabolisme, c'est une transformation des substances simples en molécules plus complexes, c'est-à-dire un processus métabolique de synthèse qui demande de l'énergie pour assurer la construction, la croissance et l'entretien des cellules de notre organisme. Donc, je répète que c'est des transformations de substances simples en molécules plus complexes, c'est-à-dire que les acides aminés vont se transformer en protéines, glucose en glycogène, les acides gras en lipides. Alors, on va commencer par la polymérisation du glucose en glycogène, donc la glycogénogenèse. Donc, c'est une synthèse de glycogène donc, à partir de molécules de glucose sous l'action d'une enzyme appelée la glycogène synthase. Et cette réaction de synthèse ou bien la glycogénogenèse, elle s'effectue comme toutes les réactions anaboliques au niveau du cytosol. Alors, comment s'effectue cette formation de glycogène? D'abord, le glucose doit être phosphorylé, c'est-à-dire que le glucose, pour qu'il soit fonctionnel, il doit être activé par une molécule de phosphate. Alors, le glucose est tout d'abord phosphorylé pour donner le glucose 6-phosphate. Après, il va être isomérisé pour donner le glucose 1-phosphate. Après, il va subir une deuxième activation par l'uridine triphosphate pour qu'il y ait formation d'une molécule appelée UDP glucose. C'est à partir de ces UDP glucose qui vont être liés les uns avec les autres par des liaisons 1,4 qu'un résidu de glucogène va être formé. Alors, les UDP glucose, ils vont se lier les unes aux autres pour former une chaîne, donc en voie d'élongation. Et donc, après formation d'un certain nombre de résidus glucosylés, donc il va y avoir donc une liaison de ces différents résidus les uns aux autres par une enzyme que l'on appelle l'enzyme branchante ou encore appelée glycosyl 4,6 transférase. Et donc, il doit y avoir au moins un résidu de 2 unités pour qu'il y ait la ramification. Et les différents résidus vont être liés par des liaisons ainsi par leur nom branchante jusqu'à ce que ce qu'on obtient donc le glucogène diséré ou bien le polysaccharide diséré. Et donc, le but du branchement ou bien des réactions de branchement, c'est d'abord l'augmentation de la solubilité, c'est-à-dire plus la molécule de glucose a des pointes ou bien des extrémités, plus il va y avoir une augmentation de sa solubilité, c'est-à-dire elle est plus soluble quand elle a plus de ramifications. Et aussi l'augmentation du nombre de résidus terminaux, c'est-à-dire les différentes pointes, permettent un recrutement plus rapide des molécules de glucose lors d'un besoin donc énergétique. Et le schéma donc vous montre un peu la chaîne des résidus glycosylés, c'est-à-dire les différentes molécules de glucose qui sont liées donc par les liaisons 1,4. Après, donc quand on a
donc un résidu de à peu près 8 à 10 molécules de glucose. Il y a l'intervention il y a l'intervention de l'enzyme branchante qui va assurer la liaison ainsi entre les différents résidus et ainsi de suite jusqu'à donc la formation du polysaccharide désiré. Schématiquement, comme vous le voyez, vous avez donc la molécule de glucose 6-phosphate qui va donc se transformer en glucose 1-phosphate. Après le glucose 1-phosphate, il va se transformer en édipéglucose. Et après, donc N molécules de glucose vont se réunir avec une autre molécule de glucose pour former un polymère donc de N plus 1 molécule de glucose. Et ceci donc grâce au glycogène synthase. Après, donc, l'élongation, elle est assurée, donc, c'est-à-dire les liaisons entre les différentes molécules de glucose sera assurée par des liaisons 1,4, donc l'élongation de la chaîne par la liaison alpha 1,4. Et après, donc, les branchements entre les différents résidus de glucogène, donc il va être assuré par des liaisons alpha 1,6 grâce à l'enzyme branchante. Et donc, les réactions se poursuivent jusqu'à formation donc, du polysaccharide désiré. Maintenant, bien sûr, pour la réaction de dégradation de glucogène, c'est la glucogénolyse. Les tissus impliqués sont surtout le foie et les muscles. C'est là où donc, nous avons le stock de glucogène. Alors, le foie a la spécificité de participer donc, à la régulation de la glycémie. Et ceci grâce à ces différentes caractéristiques qui sont d'abord la présence de transporteurs de glucose insulino-dépendants, c'est-à-dire que les cellules du foie ont la capacité donc de synthétiser les transporteurs de glucose insulino-dépendants, c'est-à-dire qui permettent de transporter le glucose vers les cellules qui demandent l'insuline pour intégrer le glucose. Aussi la présence de récepteurs au glucagon, donc c'est au niveau du foie que nous avons les récepteurs de glucagon, et donc le glucagon, on sait que c'est une hormone hyperglycémiante, donc elle favorise un peu la régulation de la glycémie. Et aussi la présence de l'enzyme glucose 6-phosphatase, c'est une enzyme caractéristique du foie, et donc il y a le pouvoir de déphosphorider le glucose pour pouvoir le libérer dans la circulation et par conséquent donc le réajustement de la glycémie. Alors pour les muscles stockent le glucose sous forme de glycogène musculaire, bien sûr pour une utilisation ultérieure, mais comme ils ne possèdent pas la glucose 6-phosphatase, ils ne peuvent pas libérer le glucose, donc ils ne peuvent pas participer à la régulation de la glycémie. Alors le glucose ou bien le stock de glucogène au niveau musculaire, il doit être strictement utilisé par le muscle, par exemple, pour son fonctionnement, c'est-à-dire lors d'un effort, lors d'une course, lors d'une activité physique en général. Alors, les étapes de la glucogénolyse, elles se réalisent selon 3 étapes. D'abord, le glucogène est déchargé d'une unité par la glucogène phosphorylase, entraînant la formation d'une molécule de glucose 1-phosphate. Bien sûr, cette étape, elle se passe dans le cytosol. Après, le glucose 1-phosphate est ensuite isomérisé en glucose 6-phosphate.
C'est une réaction qui est catalysée par la phosphoglucométase. Aussi, cette étape s'effectue dans le cytosol et finalement, le glucose 6-phosphate est transformé en glucose par le glucose 6-phosphate et ceci au niveau du réticulum endoplasmique des cellules hépatiques, les seules à posséder cette enzyme, je rappelle. Alors, la glycogénolyse permet donc la formation de glucose 6-phosphate sans consommation d'ATP. Alors, bien sûr, pour qu'il y ait hydrolyse complète du glucogène, il faut qu'il y ait intervention d'une transférase et particulièrement de l'alpha-1,6-glucosidase, encore appelée enzyme débranchante, qui est responsable de la dégradation des nœuds de ramification formés lors de la glycogénogénèse. Alors, en résumé, donc vous avez le glucose, donc le glucose 6-phosphate qui se transforme en glucose 1-phosphate et après il va se transformer en UDP-glucose qui, grâce à glucogène synthétase, elle va donner le glucogène allongé d'un glucose, c'est-à-dire glucogène à N+1 glucose. Alors, lors de la dégradation, grâce à la glycogène phosphorylase, il va y avoir donc détachement d'une molécule de glucose. Donc, il y aura formation de glucose 1-phosphate et la molécule de glycogène amputée d'un phosphate. Alors, le glucose 1-phosphate, il va être transformé en glucose 6-phosphate et après en glucose qui va être donc soit libéré dans le sang, soit il va subir la glycolyse si la cellule a besoin d'énergie. Alors, la régulation du glucogène est une régulation hormonale qui donc dépend donc de deux hormones, de l'insuline et le glucagon. Alors, la glycogénolyse et la glycogénogénèse sont des mécanismes inverses et alternatifs. Et bien sûr, ils sont dirigés par des signaux régulateurs importants qui, lorsqu'ils activent l'un, ils inhibent l'autre. La glycogénolyse et la glycogénogénèse ne peuvent pas avoir lieu en même temps. Donc, quand la cellule effectue la glycogénolyse, elle ne peut pas effectuer la glycogénogénèse. Alors, l'action de glucagon et des catécholamines, le glucagon au niveau hépatique et les catécholamines au niveau musculaire, ils vont entraîner l'activation de protéines kinases qui auront deux fonctions différentes mais qui sont complémentaires. D'abord, ils vont stopper la glycogénogénèse et ils vont activer la glycogénolyse. Alors, il va y avoir donc la phosphorylation de la glycogène synthase active pour la désactiver et la phosphorylation de la phosphorylase kinase inactive pour l'activer. Et donc ainsi, ils vont stopper la glycogénogénèse et ils vont activer la glycogénolyse. Alors schématiquement, vous avez donc sous l'action de l'adrénaline et du glucagon aussi des ions Ca++, il va y avoir simulation de la glycogénolyse, donc le glucogène qui va être dégradé en glucose 1-phosphate qui va donc qui va se transformer en glucose 6-phosphate et après en glucose au niveau du foie. Et il va être libéré dans la circulation, alors qu'au niveau du muscle, il va être dégradé pour fournir de l'énergie en muscle ou bien transformé en lactate pour réintégrer le foie et resynthétiser le glucose. Bien sûr, il y a intervention de
l'enzyme débranchante pour défaire les nœuds et faciliter la dégradation de glucogène. La réaction inverse qui est la glucogénogenèse, alors elle est stimulée par l'insuline et donc l'insuline, il va entraîner l'activation du glucokinase au niveau du foie, induisant la diminution de la glycémie et donc il va favoriser la formation du glucose 6-phosphate pour donc favoriser la glycogénogenèse. On peut noter que l'exokinase, qui a la même fonction catalytique que le glucokinase, est moins spécifique dans le tissu hépatique et est inhibé par le glucose 6-phosphate. Alors l'insuline entraîne l'activation de phosphatase, donc c'est-à-dire les enzymes qui permettent donc la déphosphorylation du glucose et donc il va y avoir l'insuline aura une action qui va déclencher la glycogénogenèse et qui va stopper la glycogénolyse. Alors comment? C'est par l'activation des phosphatases qui vont déphosphoryler la glycogène synthase inactive pour l'activer et déclencher la glycogénogenèse et la déphosphorylation de la phosphorylase kinase active pour la désactiver et pour stopper ainsi la glycogénolyse. Alors, la glycogénogenèse qui va être donc stimulée par l'insuline et donc il va y avoir donc transformation du glucose 6-phosphate en glucose 1-phosphate qui va donc subir une autre phosphorylation et se transformer en UDP glucose et donc synthétiser le glucogène. Les deux voies, ils sont résumés donc dans ce schéma qui montre la dégradation et la synthèse du glucogène et donc le carrefour glucose 6-phosphate. Alors, pour la régulation de la glycolyse, donc elle est la glycogénogenèse, elle est limitée par la pénétration du glucose, donc elle est limitée par les transporteurs, la phosphorylation, donc les hormones phosphorylantes, et par les synthases. Par contre, la glycogénolyse, elle est limitée par les phosphorylases et donc par le glucose 6-phosphatase qui va donc permettre donc la libération du glucose. Alors au niveau du foie, la glycogénolyse et la glycogénogenèse, elle est donc contrôlée par les conditions nutritionnelles, par exemple les moments de repas et les moments de jeûne. Et dans le muscle en fonction des besoins énergétiques, c'est-à-dire l'activité musculaire, exercice ou anoxie ou anorexie. Alors, la localisation des stocks de glucogène dans le foie il peut stocker 10% de sa masse en glucogène. Donc, pour l'organisme entier, à peu près 180 grammes par jour. Et donc, pour assurer sa fonction glycogénique. Bien sûr, le glucose, il est soit d'origine interne, c'est-à-dire à partir de la néoglucogénèse, soit d'origine externe, donc alimentaire. Donc, tout dépend donc de l'état de la cellule, c'est-à-dire l'état nourri ou bien l'état de jeûne.
pour le muscle strié, donc c'est aussi une réserve de glucogène, 300 grammes par jour. Et bien sûr, ce glucogène, il est utilisé uniquement pour les propres besoins énergétiques du muscle. Et ça provient essentiellement donc du glucose circulant, c'est-à-dire du glucose alimentaire. Alors, une autre forme d'anabolisme glucidique, donc l'anéoglucogénèse, c'est-à-dire la synthèse de glucose à partir de substances non glucidiques, et comme vous le voyez sur le schéma, à partir de glycérol. Donc nous avons formation de 3-phosphoglycéraldéhyde qui peut donner le glucose, comme il peut être dégradé pour donner de l'énergie, et aussi à partir de certains acides aminés appelés acides aminés glucoformateurs. Donc ça peut donner l'acide pyruvique qui peut donc soit se transformer en glucose, soit être dégradé dans le cycle de Krebs. La néoglucogénèse, c'est l'inverse de la glycolyse. Elle permet la production des glucides à partir de précurseurs non glucidiques. Elle est réalisée au niveau donc du cytosol, majoritairement au niveau du foie, mais également au niveau du rein, et principalement à partir d'acides aminés appelés acides aminés glucoformateurs. La néoglucogénèse est activée lors d'une période de jeûne prolongée, c'est-à-dire lorsque les nutriments apportés par la nutrition et les stocks de glucogène sont épuisés. Alors à ce moment-là, la néoglucogénèse vient pour satisfaire les besoins énergétiques de l'organisme. Donc, en cas donc, de manque d'ATP et d'un excès d'AMP. Alors, les précurseurs de la néoglucogénèse, c'est le lactate formé au niveau des muscles et transformé en pyruvate par l'action de la lactate déshydrogénase. À partir des acides aminés glucoformateurs, à partir du glycérol, comme on vient de voir. Et donc, les précurseurs seront convertis en intermédiaire de la glycolyse, donc le pyruvate pour le lactate et les acides aminés, et le dihydroxyacétone pour le glycérol. Alors, la néoglucogénèse est stimulée par le cortisol, par les hormones thyroïdiennes et par l'adrénaline. Le cortisol, parce que ça permet donc la protéolyse et donc la mobilisation des acides aminés à partir des protéines. Les hormones thyroïdiennes pour aussi favoriser la protéolyse et la lipolyse. Donc la disponibilité en glycérol et en acides aminés pour assurer la néoglucogénèse, et l'adrénaline, le glucagon et les hormones de croissance, c'est pour réagir donc au niveau donc de l'augmentation de la disponibilité en glucose. Donc le glucagon, c'est une substance hyperglycémiante, donc il va chercher à alimenter l'organisme en glucose, donc à partir de substances non glucidiques. Alors, les interrelations métaboliques des glucides, il est important de préciser que les différentes voies métaboliques des glucides ne sont pas isolées les uns des autres, mais il existe bien des liens entre les différentes voies. Par exemple, au niveau de la glycolyse, on observe des relations avec les stocks glycérides de la cellule, c'est-à-dire la dégradation du glucogène entraîne la formation du glucose 6-phosphate. On observe des relations avec la voie des pentoses-phosphates, c'est-à-dire que le glucose et le glucose 6-phosphate rentrent dans la voie des pentoses-phosphates, et le fructose 6-phosphate et le glycéraldéhyde 3-phosphate sont synthétisés par la voie des pentoses-phosphates. On observe aussi des relations avec le métabolisme des lipides, notamment le glycérol formé suite à la dégradation des triglycérides, donc de la lipolyse, peut former des glycéraldéhydes de phosphate et inversement.
Au niveau du cycle de Krebs, donc on observe des relations avec le métabolisme des lipides, la dégradation des acides gras entraîne la formation d'acétyl-CoA. Le citrate se transforme défavorablement en isocitrate. De cette manière, on sera face à deux situations. Un manque d'ATP poussera le cycle de Krebs à se poursuivre et un excès d'ATP poussera le citrate à sortir de la mitochondrie, permettant la formation de l'acétyl-CoA qui va par la suite pouvoir entrer dans la formation des acides gras. Le citrate aura aussi également un rôle d'inhibition de la 6-phosphofructokinase et donc de la glycolyse. On observe des relations avec le métabolisme des protéines, c'est-à-dire que la dégradation des protéines peut entraîner la formation de pyruvate, d'acétyl-CoA, d'alpha-cétoglycérate, de fumarate et d'oxaloacétate. Et inversement, le pyruvate peut également être à l'origine de la formation d'acides aminés. Le malate peut traverser les membranes internes de la mitochondrie par la navette malate-aspartate pour aller dans le cytosol et reformer le glucose. Et certains acides aminés joueront ainsi un rôle important dans la néoglucogénèse. On parle d'acides aminés glucoformateurs. Et on peut noter aussi que le pyruvate peut être également reformé à partir d'alcool et de lactate. Alors voilà, donc vous avez schématiquement un peu le circuit des glucoses au niveau de l'intestin. Donc il y a absorption de glucose et d'autres causes. Ils vont partir vers le foie. Au niveau du foie, donc il va y avoir soit donc un stockage, soit une dégradation en cas de besoin de la cellule. Et dans le sang, donc il va y avoir le glucose pour ajuster la glycémie et au niveau du muscle pour être stocké ou bien pour être dégradé. Et les protéines musculaires peuvent être donc dégradées et donner des acides aminés qui peuvent être donc retransformés en pyruvate et ceci au niveau du foie et donner donc le glucose, c'est la néoglucogénèse. Et au niveau donc des autres tissus, la même chose, donc le glucose, soit il est dégradé, soit donc il va être stocké. Tout dépend donc des besoins de la cellule. Alors, pour le galactose et le fructose, donc grosso modo, ils vont être transformés en glucose au niveau du foie et donc rentrer dans les voies métaboliques du glucose. Et pour le récapitulatif, donc pour la régulation en général du métabolisme glucidique, donc cette régulation, elle dépend de la disponibilité du substrat qui est le glucose, qui peut être soit apporté par le nutriment, soit mobilisé à partir des réserves. Ce métabolisme donc il peut être régulé et bien être contrôlé par la diffusion transmembranaire de glucose, donc les transports, le gradient intra- et extracellulaire et l'expression des transporteurs, donc ce sont des limites donc au métabolisme glycémique. Et aussi l'introduction du substrat dans les voies métaboliques et ceci donc dépend donc des phosphatases et donc de la phosphorylation des kinases et des phosphatases, donc phosphorylation et déphosphorylation du glucose. Et aussi le contrôle des réactions métaboliques par l'expression des enzymes du métabolisme et par la modification des activités catalytiques au niveau de la cellule. Alors, il existe aussi une régulation par les nutriments et ceci donc au cours des repas et donc le foie, il s'occupe donc de la régulation de la glycémie, donc elle va stocker le glucose en cas donc d'un excès de glucose au niveau de l'organisme pour réajuster donc la glycémie
Et donc, en période de jeûne court, il va y avoir libération par dégradation de glucogène stocké en glucose. Mais en période de jeûne prolongé, là, le muscle doit réduire sa consommation de corps cétoniques, donc le cerveau les utilise préférentiellement pour subvenir donc, à ses besoins. Et la néoglucogénèse ralentit avec pour conséquence une épargne de protéines musculaires. En conclusion, le glucose reste le pivot du métabolisme énergétique, c'est le combustible obligatoire de certaines cellules et même il est fondamental pour la cellule nerveuse. Et l'organisme dispose d'une gamme de dispositifs permettant de régler de manière précise la glycémie. Donc plusieurs mécanismes hormonaux et nutritionnels interviennent pour donc éviter une hypoglycémie qui est néfaste pour le cerveau, aussi néfaste qu'un manque d'oxygène. Alors l'hyperglycémie, bien que particulièrement dangereuse à la longue, mais ce caractère n'est pas fatal pour le système nerveux, mais l'organisme peut le prévenir par l'insuline. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que l'homéostasie glycémique repose sur le foie, donc qui reçoit, met en réserve et distribue le glucose sous le contrôle de nombreux éléments. Au premier rang, il y a le pancréas, qui a une activité constante pour la régulation de ce métabolisme glucidique, et l'hypothalamus, donc qui doit gérer les réponses énergétiques pour les besoins cellulaires qui sont donc très variables. Voilà, je vous remercie.